Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue cette semaine encore au Relais de Poche. Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Frédéric Bourgade, qui vient de faire un roman, d'écrire un roman, Dans la peau de l'ours, par les éditions Notre Regard. Donc on va parler de ce livre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous venez nous présenter votre premier roman. Vous aviez écrit d'autres livres, mais c'est le premier roman. Effectivement, c'est le premier roman. J'ai écrit d'autres choses, effectivement. Une histoire d'une intégration réussie, celle des Arméniens de Valence, dans la Drôme en l'occurrence. J'ai écrit un essai sur l'info radio recto verso. J'étais journaliste à France Inter et France Info, pendant 35 ans, notamment sur Toulouse. Et j'ai donc beaucoup usiné dans le secteur, ce qui explique effectivement la présence de l'ours. Et puis j'ai écrit un autre récit romancé qui s'appelait le 7h58, le Minerve ne répond plus. C'est l'histoire d'un sous-marin qui en 1968 a disparu au large de Toulon. Il y a eu 42 matelots qui sont morts à l'intérieur de ce sous-marin et on a mis 50 ans à le retrouver. Il y a seulement un an en arrière qu'on l'a retrouvé. Et donc c'est un récit romancé sur la disparition de ces hommes que mai 68 a occulté, puisque pendant un certain temps, l'actualité s'est intéressée effectivement à ce mystère. D'autant qu'on l'a su ensuite, ce sous-marin a coulé parce qu'il y avait un problème technologique à sa fabrication. Mais évidemment, dans la France du général de Gaulle, à l'époque, il n'est pas question de dire que nos ingénieurs ne sont pas bons. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes pour Dans la peau de l'ours, aux éditions donc Regard. Mais pouvez-vous nous parler, parce que même les journalistes d'Azinat ne sont pas au courant, manifestement, rapidement de votre parcours professionnel, parce que vous êtes quand même quelqu'un de connu dans la profession. Oui, enfin, l'important c'est l'information. En général, c'est l'information qui est utile, c'est pas forcément celui ou celle qui l'a dit. Mais j'ai travaillé donc pendant 35 ans sur Toulouse et toute la région Occitanie, très large, très lointaine, y compris des reportages à l'étranger. Mais j'ai travaillé pour Libération aussi, en tant que correspondant notamment dans la Drôme Ardèche, et puis en remplacement à Toulouse quand Gilbert Laval, le correspondant officiel, a été accidenté. Et puis j'ai collaboré à de multiples publications, dont certaines comme Le Satyricon sur la place toulousaine était un journal très connu. Voilà, ça a tenu 20 ans. Je me rappelle. Dans la peau de l'ours, c'est un sujet pour le moins clivant en Ariège, Frédéric Bourgade. Vous avez stocké beaucoup d'informations par le fait de votre travail. Exactement. En particulier, vous abordez la thématique en vous mettant dans la peau de l'ours, justement, d'où le titre, de l'ours davantage. Mais comment avez-vous pu penser aborder ce sujet et pourquoi ? Alors, ce n'est pas un livre militant, mais je l'espère que c'est un livre inspirant. Ce n'est pas un livre pour ou contre l'ours, mais c'est un livre qui donne à réfléchir sur notre rapport, notamment aux vivants et aux sauvages. L'ours, lui, n'a rien demandé. Il est là. Et tout d'un coup, je me suis dit, on a toujours le point de vue des hommes et le point de vue de l'ours. Pas facile de penser à la place d'un ours. Sauf que l'ours, finalement, il est comme nous, sensible. L'ours, il a aussi des habitudes. Il vit sur un territoire qu'il connaît. Et voilà que nous sommes allés chercher en Slovénie un ours que nous avons ramené ici. Je dis ramené parce qu'en réalité, l'ours n'a jamais quitté les Pyrénées. D'abord, il en restait quelques-uns, effectivement, notamment dans le Béarn, mais aussi parce que l'ours est présent dans notre culture populaire. Il y a des traces de l'ours un peu partout. Songez par exemple, même à l'équipe de rugby 13, les ours de Saint-Gaudens, comme les loups de Pamiers. Donc, si cet animal totémique est si important dans nos vies, ça méritait qu'on le fasse parler. D'accord. Vous nous parlez du métier de berger, en Ariège en particulier, plus spécifiquement dans le Couserans, de l'estive, de l'ours des Pyrénées. Il y a une âme bucolique, sinon poétique, qui souffle sur votre livre. On peut aussi relever que la chasse n'est plus une question de survie pour notre espèce et que peut-être, à terme, elle finira par disparaître. On verra. Votre présentation de la cohabitation animaux-humains fait aussi penser aux albums de Rochette. Je ne sais pas si vous les avez. Alors, je ne connais pas cet auteur. Je peux vous en parler longtemps. Mais j'imagine. Qui, à travers ses BD, par petites touches, nous fait voir la coexistence. Rochette, ce sont des albums sur l'ours, le loup, enfin, sur la coexistence, justement, dans les Alpes davantage. Ce sont de très beaux dessins. C'est une chose. Il y a très très peu de textes.
et il amène à montrer qu'on peut coexister, que dans la montagne, ça existe. Alors il peut y avoir une cohabitation, une coexistence effectivement technique avec la présence des patous ou avec d'autres systèmes de surveillance qui permettent de protéger les brebis, les troupeaux, mais il y a aussi une coexistence qui, à mon avis, doit s'ancrer dans nos esprits. En réalité, l'ours, je le disais, on l'a amené depuis la Slovénie jusqu'ici, mais il a toujours été là. Donc l'ours à sa place ici. L'ours n'est pas un humain, donc les règles humaines ne s'appliquent pas à lui. Sauf que très souvent on dit mais l'ours il faudrait le mettre dans un parc, l'ours il faudrait qu'il réagisse comme ça. Non, en réalité l'ours est un anarchiste, en ce sens que c'est pas en termes politiques que je parle, mais c'est plutôt en termes de liberté. Il est totalement indépendant de tout. Il vit sans vouloir posséder l'espace, alors que nous le possédons, l'espace. Les estives ont des propriétaires. Nous possédons aussi la forêt, nous l'exploitons. Lui, il en vit. Donc tout cet espace-là, toute cette cohabitation, elle doit se régler sur un autre registre, me semble-t-il, que celui de l'émotion. Il faut réfléchir pour deux, en sachant que l'ours, lui, n'a rien demandé et ne respectera aucune de nos règles. Votre livre aborde également l'histoire des animaux vus par les hommes et toute la symbolique que cela contient. Aussi, je ne peux pas faire l'impasse sur cet épisode ariégeois aux méthodes de FLN Corse de septembre 2017. Vous avez lu le livre. Jugé en 2023, avec un des protagonistes condamné à 6 mois avec sursis, d'autres relaxés. Et votre intervention dans le journal local cette semaine ne vous a pas épargné avec au moins un commentaire, fiez-le, faut le dire. Alors je n'ai pas lu, mais je lirai. Je lirai. Alors que vous mettez en avant une vision de la montagne qui est peut-être aussi un point de vue, comment appréhendez-vous cette problématique, justement, ce dialogue qui n'a pas lieu, en fin de compte? Alors pour dialoguer, il faut déjà accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent du vôtre, et puis un point de vue surtout qui résonne chez vous. Si vous avez décidé que j'ai tort d'avance, c'est même pas la peine de discuter. À partir du moment où vous me serrez la main, c'est que nous sommes en paix. Et donc commençons par ça. Serrons-nous les mains, buvons des coups ensemble à l'occasion, mais surtout discutons et essayons de comprendre le point de vue des autres et de faire preuve d'empathie. Car ce problème de l'ours, en Ariège en particulier, bien sûr, est devenu, comme pour le loup dans les Alpes, quelque chose de dynamite. C'est une dynamite. C'est terrible de penser qu'effectivement les gens peuvent se séparer sur cette question, alors qu'en réalité, les solutions dépendront d'eux. Ce n'est pas pour ou contre l'ours, mais c'est plutôt de se dire quelles sont les solutions techniques, humaines, que nous pouvons amener. Parce que l'ours, quand je le disais, ne demande rien. Il ne demande pas la présence permanente de l'homme dans les montagnes. Elle est pourtant de plus en plus présente. Les randonneurs, par exemple, chaque fois que nous créons quelque part une route, nous coupons une possibilité pour l'ours de passer de l'autre côté. Et lui ne cherche pas à savoir si le camion va passer à 17h30 ou 18h, s'il a besoin de traverser pour des raisons de nourriture, par exemple, il traverse. Donc c'est à nous à essayer de trouver des solutions, et pour ça, ça suppose de s'asseoir à des tables et de parler. Mais pas de manière technocratique, de manière très concrète, de manière très humaine, en n'occultant jamais les contradictions que nous portons, parce que nous sommes contradictoires. Toute notre vie. Oui, sauf qu'il faut l'admettre, parce que si on part du principe qu'on a raison et que tous les autres ont tort, on ne discute de rien. Quoi qu'il en soit, Pierre Bourgade. Frédéric. Pierre. Ah mais j'y suis arrivé même à l'écrire, ça. Vous nous entraînez au cœur de l'Ariège et du Couserans, à la découverte d'un monde rural authentique. Vos personnages humains et animaux se laissent approcher au gré d'un récit dont chaque page évite de découvrir la suivante, avec une réelle gourmandise littéraire. Je parie que dans ce livre, dans la peau de l'ours, il va faire couler beaucoup d'encre parce qu'il a le mérite d'apporter ce regard-là, justement, du point de vue de l'ours, et que peut-être ça peut être le moyen de débloquer un peu la discussion. Peut-être. Si ça peut participer, pourquoi pas. D'ailleurs, à un moment donné dans le livre, à la fin en l'occurrence, il y a un procès. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a fait autrefois, dans le Moyen-Âge, des procès. Oui. Et donc, effectivement, le procès pourrait être un moyen catharsique, c'est un peu ça dans le livre, de réunir les contradictions, les contradicteurs, et de trouver, pourquoi pas, des solutions. Voilà, j'espère que les lecteurs auront le plaisir de lire ce livre
autant que j'ai eu à l'écrire. Merci Frédéric Bourgade et à bientôt. Merci.